RFI, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. En RDC, Lubumbashi marque son soutien à Moïse Katumbi. Ses partisans ont manifesté ce lundi pour exiger son entrée sur le territoire congolais. Pour le gouvernement, Moïse Katumbi n'a jamais fait de demande officielle. Une autre chance pour la paix au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles ont signé un nouvel accord pour le partage du pouvoir. Madame, Messieurs, bonsoir. Au Mali, plus d'une vingtaine de candidats ont dénoncé devant la Cour constitutionnelle les résultats du premier tour de la présidentielle, accusant le camp du chef d'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, de bourrage d'urnes. La Cour constitutionnelle doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour qui se tient le 12 août et pour lequel Ibrahim Boubacar Keïta est donné grand favori. Mais déjà demain, l'opposition malienne appelle à une manifestation. On fait le point avec Kassim Traoré. La salle de conférence de la Maison de la Presse du Mali est devenue le QG numéro 1 des candidats contestataires du scrutin du 29 juillet 2018. Nous assistons en fait à une tentative d'un véritable hold-up électoral. Bourrage d'urnes massifs dans le nord et le centre du pays. Cartes d'électeurs indisponibles dans de nombreux bureaux de vote. Fichier électoral mis en ligne vicié. Nous exigeons le recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La publication de la liste exhaustive des localités et des bureaux de vote où le scrutin n'a pas pu se tenir et du nombre d'inscrits concernés. Nous en appelons aussi à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle n'attende pas la fin du processus électoral pour dénoncer les graves dysfonctionnements qui entachent cette élection présidentielle. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle exige la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Principal responsable du hold-up électoral. Aujourd'hui, les 20 candidats, après avoir récusé la Cour constitutionnelle, demandent la démission du ministre de l'administration territoriale. Ils organisent ce mardi un grand meeting au Palais de la Culture de Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique. En République démocratique du Congo, ces dernières 24 heures ont été rythmées par des tirs dans la ville de Lubumbashi, d'après notre correspondant sur place. Des partisans de l'opposant Moïse Katumbi ont manifesté pour demander son retour en RDC à 2 jours seulement de la date butoir du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Interrogé sur le cas Katumbi, un officiel congolais que nous avons eu au téléphone fait savoir que Moïse Katumbi n'a jamais fait de demande officielle et que toute cette histoire n'est que mensonge. Pour approfondir sur cette actualité, direction Bruxelles, où nous attend Henri Désiré Zouzi, journaliste et analyste politique. Henri, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Oui, bonsoir, John. Moïse Katumbi n'a toujours pas pu rentrer sur le territoire congolais. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique ce blocage? Eh bien, c'est tout simplement la détermination de Kinshasa à l'empêcher de rentrer coûte que coûte, alors qu'en réalité, un mandat d'arrêt a bien été délivré contre lui et qu'il suffit simplement de l'exécuter. Mais cela est un risque que Kinshasa ne veut pas prendre, puisque cela pourrait lui donner, je dirais, un statut de martyr dès lors qu'il franchirait la frontière et qu'il pourrait capitaliser politiquement cette situation. Les autorités congolaises, justement, que nous avons pu joindre par téléphone ce matin, laissent entendre que Moïse Katumbi n'a jamais fait de demande officielle et qu'il fait preuve de manque de sincérité. Est-ce que c'est suffisant comme argument pour vous? Écoutez, c'est parole contre parole. Kinshasa est dans son rôle. Kinshasa a besoin de justifier sa détermination à l'empêcher coûte que coûte d'entrer. Nous sommes là dans des polémiques stériles.
à l'heure actuelle, je pense que le gouvernement aurait tout intérêt à faire l'économie d'une crise supplémentaire alors que le processus électoral est lancé depuis bien longtemps et qu'il faille éviter évidemment d'exclure tel ou tel candidat. Alors, dans cette lancée, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, est sortie de son silence et parle des traitements ségrégationnistes de la part du gouvernement à l'égard de Moïse Katumbi. Une certaine opinion parle même de 2 poids, 2 mesures, allusion faite à Jean-Pierre Bemba qui a pu, lui, rentrer en RDC avec un passeport diplomatique. Votre analyse ? Écoutez, le contraste est bien évidemment saisissant. Le pouvoir donne l'impression de vouloir choisir coûte que coûte son adversaire. Cela fait désordre. Je rappelle que l'Union africaine, ce matin même, a rappelé évidemment Kinshasa au respect bien évidemment du processus en veillant à ce qu'il soit le plus inclusif possible. Là, nous sommes en train malheureusement de créer les conditions d'un déraillement du processus et c'est extrêmement fâcheux. Henri-Désiré Zouzi, journaliste et analyste politique VO Afrique, vous remercie. Merci à vous. Toujours en rapport avec la RDC, Vital Kamerhe a déposé ce lundi sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018. Au sortir de la CENI, le leader de l'Union pour la nation congolaise a donné les grandes lignes de son projet de société. Politique encore au sujet au Zimbabwe. L'opposition accuse le pouvoir de répression tout azimut pour empêcher la contestation de la présidentielle du 30 juillet. Une présidentielle remportée au premier tour par Emerson Mnangagwa avec 50,8% des voix. L'opposition a annoncé son intention de contester ce résultat devant la justice. Une justice qui ce lundi devait examiner la demande de mise en liberté provisoire de 27 personnes arrêtées au siège du MDC, principale force de l'opposition au lendemain des violences post-électorales. Dans les régions anglophones du Cameroun, pas moins de 4 gendarmes et un policier ont été tués hier, selon une source proche des services de sécurité dans la région. Ils ont trouvé la mort lors de l'attaque d'une brigade locale de gendarmerie à Essou, un village du nord-ouest situé près de la ville de Woum. À Moutenguene, près de Boya, chef-lieu du sud-ouest, un officier de police du nom de Eka Nkoumé a été assassiné à son domicile par des inconnus. Selon les témoins, l'information a été confirmée lundi par la presse locale. Ajoutons également qu'il y a eu ville morte ce lundi à Boya, comme c'est le cas tous les lundis depuis quelques semaines. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé dimanche à Khartoum un accord final sur le partage du pouvoir. Le président Salva Kiir a appelé à cette occasion à l'unité dans un pays ravagé par une guerre civile meurtrière. Les précisions avec Irénée Herman Ombo. En paraphant ces documents, les 2 frères ennemis du Soudan du Sud enterrent leurs différends. Il s'agit d'un accord final sur le partage du pouvoir qui prévoit un retour de Riek Machar pour occuper le poste de vice-président dans un gouvernement d'unité nationale. À l'issue des pourparlers parrainés par Khartoum, le président Salva Kiir et le rebelle Riek Machar avaient déjà convenu le 7 juillet d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines et pour cause. Ça a causé de graves souffrances à notre peuple. L'accord signé ouvre la voie à la résolution du conflit et à la fin de la guerre au Soudan du Sud. Le pays s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé Riek Machar de formater un coup d'État. Conséquence, des dizaines de milliers de Sud-Soudanais sont morts et des millions d'autres ont été déplacés. Les 2 camps avaient signé le 25 juillet un accord préliminaire sur le partage du pouvoir, accord qu'ils viennent de finaliser devant les chefs d'État de la région et les acteurs de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Si nous signons de beaux accords, mais ils ne sont pas respectés, nous n'aurons rien accompli. Machar a ensuite appelé l'IGAD, l'organisation régionale qui œuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix au Soudan du Sud, à bien s'assurer de la mise en œuvre de l'accord de partage du pouvoir. Un accord similaire signé en 2015 avait été violé après une bataille meurtrière à l'issue de laquelle Riek Machar était parti en exil. Vivement que cet accord soit donc respecté pour que la paix revienne au Soudan du Sud.
Au moins 12 blessés, c'est le bilan provisoire d'une forte explosion qui s'est produite dans un réservoir chimique près de l'aéroport du Caire, dans l'est de la capitale égyptienne. L'explosion avait été relatée plus tôt par plusieurs témoins et internautes. Les 12 blessés ont été transportés à l'hôpital pour être soignés, ont indiqué des sources sécuritaires. La hausse de la chaleur a provoqué cette explosion, a déclaré le porte-parole de l'armée sur Twitter. En RCA, les États-Unis ont remis ce lundi une cinquantaine de véhicules à l'armée, une cinquantaine de véhicules de transport de troupes au FACA, les forces armées centrafricaines. C'est la plus importante dotation des FACA en moyen roulant depuis le lancement du processus de la reconstruction de ces forces de défense. Ces véhicules sont tous équipés de moyens de communication. Le président Faustin Archange Touadéra a salué l'engagement américain pour le relèvement de son pays. Les sanctions américaines contre l'Iran en vigueur à minuit, heure de Washington, 4 heures GMT. Et le secrétaire d'État Mike Pompeo a promis que les États-Unis feront respecter leurs nouvelles sanctions décidées après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien. Les Européens, eux, ont déjà annoncé des options pour contourner ces mesures. Abdourahmane Dia. La première vague de sanctions vise à bloquer les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Et à partir du mois de novembre, les secteurs clés du gaz et du pétrole seront particulièrement visés. Le patron de la diplomatie américaine, qui rentrait de Singapour, a promis une application stricte des sanctions. Dans un nouveau tweet, il a même mis en garde Téhéran contre une répression des manifestations visant à dénoncer la situation économique et la corruption. Il avait déjà annoncé la couleur il y a 2 semaines. Les États-Unis ont engagé une campagne diplomatique et financière pour couper les financements que le régime utilise pour s'enrichir et soutenir la mort et la destruction. Nous avons l'obligation de mettre un maximum de pression sur les capacités du régime dans les secteurs bancaires et énergétiques. Les Européens, qui ont d'énormes intérêts économiques en Iran, n'entendent pas croiser les bras. La Commission européenne a indiqué qu'elle va activer dès demain mardi la loi dite de blocage. Cette législation, qui date de 1996 et qui avait été adoptée pour contourner les sanctions américaines sur Cuba, la Libye et déjà l'Iran, interdit aux entreprises européennes de se conformer aux effets extraterritoriaux des sanctions américaines. Au Venezuela, 6 personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner samedi le président Nicolás Maduro ont été arrêtées selon le ministre de l'Intérieur. Il a fait état de preuves accablantes dans cet attentat téléguidé, selon Caracas, par le président colombien Juan Manuel Santos. D'après les autorités vénézuéliennes, l'attaque a été menée à l'aide de 2 drones chargés d'explosifs samedi à Caracas durant une parade militaire à Bogota. Le gouvernement colombien a qualifié cette accusation d'absurde. Et puis, cette information que nous vous donnions en début du journal au Cameroun, il y a plutôt maintenant 11 personnes qui ont été tuées, dont 5 soldats dans les violences dans les régions anglophones. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. L'asile de plus en plus difficile à obtenir aux États-Unis. Sur près de 120 000 demandes en 2017, seuls 7 000 environ ont abouti. Nous suivrons l'histoire de cet homme de 64 ans. En sport, les petits sauts de la NBA en Afrique. Nous verrons dans ce journal comment les communautés défavorisées de Johannesburg en Afrique du Sud ont tiré profit de l'édition 2018 du basket sans frontières. Toujours en sport, faire des vagues et poursuivre son rêve malgré son handicap, c'est possible. Démonstration dans ce journal. Et nous accueillons en studio l'écrivain Germinal Gérard Vann, auteur de l'ouvrage « La culture politique américaine, vue de l'extérieur ». Bien sûr, c'est notre adaptation du titre de votre ouvrage. Monsieur Vann, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, vous êtes arrivé aux États-Unis en 2010. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de ces pays, puisqu'on sait que vous êtes passé par d'autres pays, notamment au Kenya et d'autres pays? Tout d'abord, merci de me recevoir sur ce plateau, c'est un honneur. J'ai toujours voulu venir aux États-Unis car c'est le pays des opportunités. Un pays où on peut se construire de soi sans nécessairement appartenir à une classe, qu'on soit aristocrate ou d'ailleurs. Et donc, j'ai compris qu'en venant aux États-Unis, je pourrais me créer une carrière, commencer quelque part. Alors, vous venez, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Oui, en effet. Et quand vous arrivez aux États-Unis, comme d'ailleurs la plupart des ressortissants des pays francophones d'Afrique, vous ne parlez pas anglais. Vous devez vous mettre à l'apprentissage. Comment se passe cet apprentissage et puis ensuite l'intégration dans la société américaine? Tout d'abord, ma première année, j'ai dû faire une année intensive d'anglais, ce qui était un prérequis pour tous les étudiants internationaux non anglophones. Je comprenais l'anglais déjà puisque j'ai vécu quand même au Kenya pendant 4 bonnes années, même si mon anglais n'était pas bon à l'époque. Tout à fait. Et la première des choses que j'ai voulu faire, c'est de m'intégrer dans la culture américaine, c'est-à-dire avoir des amis locaux et traîner avec eux, aller un peu partout. C'est ainsi que l'on apprend les lois et la coutume du pays dans lequel nous vivons. Et après, vous avez donc publié ce livre dont on parlait en début, la culture politique américaine vue de l'extérieur. De quoi parlait-il et pourquoi vous intéressez-vous à la politique? Tout d'abord, j'ai étudié la politique à l'Université catholique d'Amérique, basée à Washington, D.C. Et donc, j'ai obtenu mon bachelor dans cette institution. Ensuite, j'ai obtenu mon master à George Washington, aussi dans la politique. Donc, je suis un passionné de politique. Tout à fait. Et j'ai toujours voulu partager mes visions et ma passion avec les autres, puisque je sais qu'il y a des gens passionnés comme moi qui veulent toujours apprendre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire. Mais c'est aussi pour pouvoir sensibiliser et éduquer la plupart des francophones qui vivent aux États-Unis sans vraiment comprendre la culture américaine. Pourquoi les Américains fonctionnent de la manière dont ils fonctionnent. Alors, en un mot, en quoi la politique aux États-Unis est différente de la politique en Afrique, vue par vous? En un mot, je peux dire que c'est au niveau des libertés individuelles. Voilà. C'est-à-dire que de la manière dont les Américains comprennent. Merci. On est désolé de vous couper, mais on est pris par le temps. Alors, on pourrait bien continuer cette conversation. Merci Germinal Gérard Vann d'être venu. Merci à vous. Les personnes déposant une demande d'asile suite à une arrivée illégale aux États-Unis ont nettement moins de chances que celles arrivées légalement d'obtenir ce statut. En 2017, sur les 120 094 demandes d'asile introduites par des immigrants illégaux, seules 6 995 ont reçu une réponse positive selon le département de la justice. C'est un reportage de Mike O'Sullivan. Le récit est de Dili Diko.
Les longues files d'attente sont maintenant chose courante à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les immigrants font la queue au poste frontière afin de pouvoir entrer légalement aux États-Unis et dans la plupart des cas, demander l'asile. En entrant légalement sur le territoire américain, ils ont beaucoup plus de chances d'obtenir l'asile. Sergio, un sexagénaire originaire du Mexique, venu illégalement aux États-Unis, est l'un de ces rares chanceux. Je suis arrivé aux États-Unis en 1992 parce que je ne pouvais pas trouver du travail au Mexique. En vertu de l'application stricte par l'administration Trump des règles de l'immigration, Sergio faisait face à une expulsion suite à son arrestation en mai 2017 pour avoir été en état d'ébriété. Son avocat, qui travaille pour le projet Esperanza Immigrant Rights du Secours catholique, a déposé une demande d'asile pour son client qui souffrait de troubles mentaux. Il recevait quelques soins médicaux en détention, mais ces soins étaient clairement inadéquats. Un juge a reconnu que Sergio n'allait pas recevoir des soins de santé adéquats s'il venait à être renvoyé au Mexique. En février, sa demande d'asile a reçu une réponse positive. Sergio s'est vu accorder l'asile assez rapidement, mais les officiels américains expliquent que le système est actuellement ralenti par le nombre croissant de demandes. Désormais libre, Sergio vit dans un foyer temporaire. Il se dit prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Bienvenue aux États-Unis à Sergio donc. Plein feu sur les stades, c'est la revue de l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir John et bonsoir amis sportifs. Nous commençons par des nouvelles de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui a commencé hier en France et qui va se poursuivre jusqu'au 24 août prochain. Des débuts compliqués pour les représentants africains, vous le verrez sur ces images. Après la large défaite des Ghanéennes hier contre l'équipe de France 1-4, l'autre représentant africain, le Nigeria, s'est également incliné aujourd'hui face à l'Allemagne. Les Nigérianes ont d'abord été sauvés par leur gardienne sur cette frappe, puis sur la barre transversale dans le corner qui a suivi, avant de céder dans ce cafouillage qui a profité à Stéphanie Sanders à la 69e pour le 1-0. En fin de match, les Falconettes du Nigeria ont eu l'occasion d'égaliser, mais Peace et Fils a trouvé le poteau. Score final donc 1-0 pour l'Allemagne, donc le Nigeria, qui commence aussi par une défaite. Basketball, lentement mais sûrement, la NBA se déporte en Afrique à travers son programme Basketball sans frontières, tenu chaque année en Afrique du Sud. Et pour cette édition 2018, au-delà du jeu, plusieurs programmes communautaires en faveur des populations défavorisées étaient au menu. C'est un reportage de Zahir Kassim que j'ai repris pour vous. Ici, des fans prêts pour l'équipe Afrique de cette édition 2018 du Basketball sans frontières. Dirigée par des étoiles africaines comme Joel Embiid des Philadelphia Sixers, la Team Afrique a tenu tête à la Team World avant de s'incliner. Mais pour la NBA et ses acteurs, venir ici en Afrique du Sud était plus qu'un jeu. C'était aussi l'occasion de montrer à la population locale que les valeurs du basket peuvent être appliquées à la vie quotidienne. Enerdal est une communauté pauvre à la périphérie de Johannesburg. Plus de la moitié des personnes vivant ici sont au chômage et très probablement ne connaissent pas toutes ces stars de la NBA. Nous croyons au fait de donner un retour. Nous croyons que nous pouvons rendre meilleure notre communauté. Nous sommes ici en Afrique du Sud pour jouer notre troisième match sur le continent et nous voulons que les gens sachent que nous ne sommes pas juste venus pour jouer au basket. Nous venons aussi pour voir la communauté où se joue le jeu. Grace Chozaniza, mère de 6 enfants, a l'occasion d'échanger avec le géant congolais Dikembe Mutombo lorsque celui-ci se met à l'œuvre dans la construction des 10 nouvelles maisons parrainées par la NBA. Je suis très heureuse d'échanger avec lui. Il dit bien aimer mon prénom Grace. Grace n'a aucune idée de qui est Mutombo et c'est cela aussi le sens de cette action, venir en aide de façon désintéressée à des gens qui en ont besoin. Je pense que c'était une chance pour moi de rencontrer Grace, de savoir que je suis là pour aider. Je suis ici pour contribuer et je suis ici pour construire sa maison.
Le score du match de gala n'indique qu'un seul gagnant, la Team World, vainqueur de la Team Afrique 96-92. Mais ces valeurs du basket, que sont l'équité, le travail acharné et la coopération, ne seront pas oubliées par les populations de ce quartier de Johannesburg. Cette année, 80 jeunes basketteurs issus de 26 pays africains ont pris part à ce camp basket de la NBA en Afrique du Sud, avec ce rêve de fouler les plateaux de rêve de la NBA ici aux États-Unis. Donc c'est ici aussi qu'on s'arrête pour cette page sportive et on se dit à demain. Merci Yacouba, et pourquoi ne pas rêver, tout est possible. On vous retrouve demain. Autre sujet lié au sport, un jeune garçon né avec une malformation des bras fait des vagues en Égypte. Il fait face à beaucoup d'obstacles, mais il est déterminé à atteindre les plus hauts niveaux de la natation. Arash Arabassadi nous en fait le portrait. Le récit est de Lily Erling. Omar Ahmed est un garçon pas comme les autres. Ses mains sont rapprochées de son corps à cause de la phocomélie, une malformation congénitale. Mais ce petit Égyptien de 8 ans fait déjà sensation. Je veux être champion de natation et représenter l'Égypte à l'international. Ahmed poursuit sa passion malgré sa condition rare. À l'âge de 7 ans, il a commencé à nager avec un coach qui se spécialise dans l'entraînement des enfants handicapés. Compte tenu des circonstances dans lesquelles Omar s'est trouvé, il avance très bien. Son handicap est un grand défi à relever, mais sa volonté va faire de lui un champion qui va représenter toute l'Égypte. L'athlète dit qu'il veut devenir paralympien. Pour atteindre cet objectif, il s'entraîne 3 fois par semaine. Sa mère l'encourageant au bord de la piscine. Il est déterminé et fort. Il veut se prouver à lui-même qu'il peut tout faire. Il fait des progrès, il aime son coach et il l'écoute. Ahmed est un garçon sportif. Son entraînement sur la pelouse aide son endurance à la piscine. Ce jeune, déterminé à surmonter les obstacles, espère bientôt concourir dans une compétition nationale pour les athlètes handicapés. Courage à lui. En France, la start-up américaine Bird vient de lancer un service de trottinette électrique en libre service à Paris avec, pour commencer, quelques dizaines d'exemplaires. Dans le 3e arrondissement, Bird est le 2e service de trottinette partagé sans borne à être proposé dans la capitale. Les patinettes peuvent rouler jusqu'à 24 km/h. Et puis, terminons par ces images de parcs aquatiques envahis par les Sud-Coréens. Il faut dire que depuis 15 jours, des vagues de chaleur se sont abattues sur le pays avec des températures allant jusqu'à 35 à 40 degrés Celsius. Alors quoi de plus normal que ces eaux pour se rafraîchir? C'est la fin de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu, même heure, sur cette même chaîne. D'ici là, restez à l'écoute de VOA Afrique. Bonsoir.